Témoignage de Monsieur Pierre-Olivier Lermite, petit-fils du alors commandant Gustave Lermite, qui commandait le 3e bataillon du 9e Zouave, ceux qui sont entrés en premier dans Münster le 5 février 1945. Tout d'abord sera fait lecture d'une courte biographie du général Lermite, puis un résumé de la journée du 4 février, et enfin le récit écrit par notre grand-père de la journée de libération de Münster, le 5 février 1945. Fils d'instituteur et d'institutrice, né le 4 avril 1904, le général Gustave Lermite est d'abord un enfant chétif, que tous les hivers couche avec des rhumes ou des fluxions de poitrine. Il entre en classe de 6e au lycée Gay-Lussac à Limoges en octobre 1915, en pleine guerre, alors que son père est au front dans la région de Soissons. Au cours d'une permission, son père et sa mère tombent d'accord sur le fait que seul un métier de grand air pourrait améliorer sa santé. Ils jugent alors que le métier militaire pourrait correspondre à ce but recherché, bien que la France soit en pleine guerre. Le décès de son père, mort pour la France le 17 septembre 1917, ne change pas ses projets. Sa santé s'améliore au cours de ses années d'adolescence et il est reconnu comme physiquement apte à l'examen médical de Saint-Cyr. Sa vie militaire s'étend du 13 octobre 1923 au 4 avril 1964, soit plus de 40 ans. Vie rude et pleine de dangers où il risque sa liberté et sa vie de nombreuses fois. Vie exempte d'intimité familiale, puisqu'il a été plus de 17 ans éloigné de sa famille en 42 années de mariage. Vie également où sa famille a été exposée, notamment pendant la période de la Résistance, où à la suite de son évasion des prisons de la milice, sa femme Renée a été internée, au secret, jusqu'à la libération de Limoges. Il décède en 2003 à l'âge de 99 ans. Le dimanche 4 février 1945, le commandant Lermite donne l'ordre d'attaque depuis Orbey à 7 h du matin. À 11 h, ils sont au Basse-Hutte, où la 11e compagnie est bloquée par un tir de mortier ennemi. Répondant à ce tir par un tir de mortier vers le Linge et accrochant les positions ennemies, ils peuvent reprendre leur progression vers leur premier objectif, le col du Wettstein, où ils arrivent sous une tempête de neige. Ils apprennent, par ceux qui les suivent, qu'ils viennent de passer sur un champ de mines sans s'en rendre compte. La neige a gelé, a fait un bourrelet de glace qui empêche le rabattement du couvercle des choux-mines. Ils dévalent ensuite les pentes vers Sulzeren et la vallée de la Fecht, où ils arrivent à 16 h 30, acclamés par les habitants. À 20 h 30, le commandant Lermite rend compte par radio au colonel Aumeran, qui commande le 9e Zouave, qu'ils ont atteint Sulzeren, leur objectif final. Aumeran est suffoqué et inquiet, car toutes les autres unités sont bloquées par les résistances ennemies et les champs de mines, et le bataillon du commandant Lermite est seul en flèche. Mais ce dernier est formel. D'après les Alsaciens, ainsi que ce que lui a rapporté un prisonnier allemand, les Boches se replient. Le lendemain à l'aube, le bataillon reprendra sa progression sur Stoßwir et Münster. Lundi 5 février 1945. De nuit, je rédige un ordre très bref pour la marche sur Münster. Selon ses instructions, la 10e compagnie démarre en tête, le commandant Liraud partant avec elle. Avec le commandant Dugros et la liaison artillerie, je suis la 10e, précédant la compagnie d'accompagnement qui sera prête à intervenir en cas de résistance. Les autres unités suivent. Le dégel a commencé. La neige fond et nous pataugeons dans une boue glacée. Nous sommes très vite à Stoßwir. L'entrée en est barrée par des poteaux de sapin plantés dans la rue entre deux maisons, laissant seulement un passage en chicane pour piétons. Nous traversons le village sans nous arrêter, entre deux haies d'Alsaciens et d'Alsaciennes qui nous regardent passer, la joie sur leurs visages. Brusquement, devant nous, aux lisières de Münster, la fusillade crépite et des rafales d'armes automatiques sont perceptibles. Nous avançons alors prudemment par bonds et nous nous jetons à l'abri des premières maisons. Là encore, à l'entrée, barrage de poteaux de sapin. Mais très vite, la lisière de la ville est abandonnée par les Boches. On entend encore des coups de feu dans Münster et nous avançons en file indienne le long des maisons en surveillant les fenêtres des maisons d'en face. D'une porte en renfoncement,
Une femme, au passage, me tend un verre de schnapps, que je refuse, mais elle fait de même à tous ceux qui me suivent. Puis une femme, une dame d'un âge déjà certain, très bien habillée, se jette à mon cou et m'embrasse sur les 2 joues, me disant « Je m'étais promis d'embrasser le premier officier français que je verrai ». Nous arrivons au centre de Münster. Les coups de feu se taisent peu à peu. La 10e compagnie rend compte que l'Allemand a décroché, qu'elle a fait de nombreux prisonniers et qu'elle est à la lisière est de la ville. Le pont sur la Fecht n'a pas sauté. Les Boches se seraient enfuis par la route qui va vers le sud, en direction de Eschbaroval, et non par la route de Colmar qui suit la vallée. Je lui envoie l'ordre de s'arrêter et de se retrancher de l'autre côté du pont. Bien qu'assailli par les civils qui nous embrassent, nous offrent à boire, j'arrive à faire suivre mes unités pour garder et défendre éventuellement les lisières sud et nord-est de la ville. Le commandant du gros me propose d'établir le PC à l'hôtel de la Cigogne, rue de la République. Je suis d'accord et lui demande de faire rassembler les prisonniers qui seraient environ 80. Je vais à la mairie où le bourgmestre, entouré de ses conseillers et d'un comité de résistance et de libération, m'accueille. Liraud m'y a précédé. Il est entré le premier dans la mairie et devant les Alsaciens sidérés, il a cassé le buste d'Hitler d'un coup de crosse de sa carabine. Il est entendu avec le bourgmestre qu'il assurera l'ordre et fera arrêter les nazis. La radio cette fois marche bien et je puis rendre compte au colonel Omran de notre occupation de Münster et de la retraite des Allemands. J'apprends alors que nous avons fait plus de 100 prisonniers et avec peu de pertes, quelques blessés. On m'amène un très grand Obersturmführer en uniforme de SS. C'est, paraît-il, un Alsacien et les gens de Münster veulent le tuer. J'ai des difficultés à le faire partir vers l'arrière sous escorte. Avant son départ, je lui enlève au couteau les 2 insignes de son col d'uniforme, la tête de mort et le SS. Nous déjeunons rapidement à l'hôtel de la Cigogne où nous avons nos chambres, puis je réunis les commandants de compagnie. J'ai décidé que les unités, sauf la compagnie tenant les lisières est de la ville, seront cantonnées dans l'école. Puis je reçois une invitation à une soirée chez un industriel possédant une filature à Münster. Liraud, le héros du jour, est aussi invité. On sable le champagne à la libération de Münster. Puis on écoute une vibrante marseillaise jouée au piano et violon. Je rentre me coucher à l'hôtel, très fatigué par ces 2 dernières journées, avec une nuit blanche hier. Le commandant Lermite est nommé lieutenant-colonel le 9 février 1945 et décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur par le général Delattre de Tassigny, ici, à Münster.